Les informations que nous vous donnons dans cet épisode ne constituent pas un avis médical. Si vous avez des questions ou des inquiétudes à propos de votre santé physique ou mentale, consultez un professionnel. Vous écoutez Angle mort, le podcast qui vous parle de la psychologie que le sport ne vous montre pas. Il suffit d'imaginer un marathonien qui s'effondre à genre 1 kilomètre de la ligne d'arrivée, c'est complètement incapable de faire un pas de plus. L'image est vraiment frappante. Les jambes cèdent, le souffle est court, le corps refuse carrément d'avancer. Oui, c'est une scène qu'on a tous déjà vue. C'est tragique à regarder. Tellement. Et la logique voudrait que ses muscles soient physiquement détruits, que son réservoir d'énergie soit littéralement à sec. C'est comme une voiture qui tombe en panne d'essence sur l'autoroute. Mais la réalité physiologique est tout autre. Il reste du carburant dans ce corps. Vraiment, beaucoup de carburant même. Fait que ce qui vient de se penser, c'est que le cerveau de cet athlète a pris la décision unilatérale de couper le contact, juste pour le forcer à s'arrêter. La fatigue n'est pas une simple défaillance mécanique, c'est une illusion. Ah, le mot est fort, mais c'est tellement vrai. Une illusion. C'est un mécanisme de défense brillamment orchestré par l'esprit. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de plonger au cœur de cette neurophysiologie, de comprendre comment déconstruire cette douleur. On veut voir comment le mental tire véritablement les ficelles de la performance physique. Ce changement de perspective renverse complètement la façon dont on conçoit l'endurance, honnêtement. Le corps n'est plus perçu comme une machine stupide qu'on pousse jusqu'à la casse. Non, c'est pas un vieux char qu'on détruit. Exact. C'est plutôt un système d'une intelligence redoutable. C'est un système ultra-protecteur qui anticipe les dommages bien avant qu'ils surviennent. C'est ça, on peut vraiment voir le corps humain comme une voiture de sport de très haute performance. Le moteur sous le capot est absolument monstrueux. Il est capable de monter extrêmement haut dans les tours, de générer une puissance phénoménale. Mais il y a un hic. Oui, par contre, le constructeur y a installé un ordinateur de bord ultra conservateur. Ce système électronique va volontairement brider la vitesse du véhicule. Il va couper l'injection d'essence bien avant que le moteur atteigne sa véritable limite critique. Juste pour être sûr que rien ne brise. Exactement. Uniquement pour garantir qu'aucune pièce ne surchauffe ou n'explose. Et notre cerveau, il agit exactement comme cet ordinateur de bord. Et cette notion d'ordinateur de bord, ça illustre parfaitement l'essence de ce que la science du sport appelle le gouverneur central. Le fameux gouverneur central. Ouais, et la prémisse de base de ce modèle, c'est que l'épuisement, au sens où on le ressent sur une piste de course ou pendant un effort intense, c'est pas un épuisement des réserves énergétiques, c'est en fait une émotion. Bon. Décortiquons tout ça un instant parce que dire que la fatigue est une émotion, ça bouscule pas mal de dogmes. Oh, absolument. Ça dérange. Fait que ça veut dire que c'est un état psychologique généré par le cerveau dont l'unique fonction est de modifier un comportement pour assurer la survie? C'est exactement ça. Mais là, si c'est pas le quadriceps qui crie famine par manque de glycogène, d'où vient cette sensation de brûlure musculaire insoutenable? Cette lourdeur qui donne l'impression d'avoir du plomb dans les souliers. L'histoire de cette découverte est fascinante. Dès 1924, le physiologiste Archibald Hill avait émis l'hypothèse que le cœur et le cerveau devaient limiter l'exercice d'une manière ou d'une autre. En 1924, c'est pas récent du tout. Non, ça fait un siècle. Mais c'est vraiment en 1997 que le scientifique du sport Tim Noakes a structuré et popularisé cette idée sous le nom de modèle du gouverneur central. Et le mécanisme, il est fou. Raconte. Pendant l'effort, le cerveau agit comme une tour de contrôle. Il scanne continuellement une multitude de paramètres physiologiques à travers le corps. Genre la fréquence cardiaque? Ouais, le rythme cardiaque, l'accumulation de lactate, le niveau de saturation en oxygène dans le sang, la température corporelle centrale et plein d'autres variables. Fait que ce monitoring constant, cette surveillance de chaque donnée télémétrique du corps, ça sert à un objectif très précis. L'objectif ultime, c'est la préservation de l'homéostasie. L'équilibre du corps. Exact. Le maintien de l'équilibre interne vital de l'organisme. Le système nerveux central a une peur viscérale des dommages catastrophiques. Il est programmé pour éviter à tout prix une ischémie myocardique. Une crise cardiaque, dans le fond. Ouais, une privation mortelle d'oxygène au niveau des tissus cardiaques ou une crise métabolique terminale menant à la rigidité musculaire, la fameuse rigor mortis. Oh, wow! OK. Mais concrètement, comment cet ordinateur de bord coupe le moteur? C'est une bonne question.
Parce qu'on comprend pourquoi le cerveau veut protéger le corps, mais comment il s'y prend pour nous empêcher physiquement de continuer à courir alors que, consciemment, on veut le faire? C'est là que la neurologie entre en jeu. Le cerveau réduit ce qu'on appelle la commande motrice efférente. OK, en français, ça veut dire quoi, PNS? En termes simples, pour qu'un muscle se contracte, le cerveau doit envoyer un signal électrique via la moelle épinière jusqu'aux unités motrices du muscle. Le courant passe dans le fil. Exactement. Et quand le gouverneur central estime que les paramètres corporels s'approchent d'une zone rouge théorique, il diminue l'intensité de ce signal électrique. Il baisse le volume. Oui, il y a littéralement moins de courant qui arrive aux fibres musculaires. Par conséquent, une plus petite partie du muscle est recrutée pour l'effort. Ah, je vois. La force diminue, la foulée se fait plus lourde. Et simultanément, le cerveau crée cette sensation accablante d'épuisement pour s'assurer que la personne ralentisse ou s'arrête volontairement. C'est capoté, fait que la fatigue, les jambes lourdes, l'envie irrépressible de s'allonger sur le gazon, c'est une construction mentale proactive. Totalement. C'est fabriqué. C'est une émotion protectrice au même titre que la faim ou la soif, finalement. On ressent la soif bien avant de mourir de déshydratation. C'est le parallèle parfait. De la même manière qu'on ressent la fatigue physique bien avant de subir des dommages cardiaques irréversibles. Oui, le système nous protège par anticipation. L'épuisement qu'on ressent, c'est jamais le reflet de l'état réel des muscles au moment présent. C'est une projection calculée du risque par le cerveau. Mais là, si le cerveau bluffe de manière aussi agressive pour préserver l'homéostasie, ça soulève une question vertigineuse sur la véritable profondeur du réservoir d'énergie humain. Ah, tu touches au cœur du sujet. Parce que si la jauge indique vide alors qu'il reste l'essence, de quelle marge d'erreur on parle? J'ai vraiment de la misère à concevoir qu'il reste énormément d'énergie quand on est au bord de vomir sur une piste d'athlétisme. Les données sur cette réserve physiologique sont vraiment troublantes. Et c'est ce qui a donné naissance à des concepts comme la fameuse règle des 40 %. Ah oui, je connais ça, c'est très utilisé dans les milieux militaires. Oui, notamment chez les Navy SEALs. Le principe est brutalement simple. Lorsque ton esprit t'envoie le signal d'alarme maximale, c'est quand il hurle que ton corps est à son point de rupture absolue et qu'aucun pas supplémentaire n'est possible, l'organisme n'a en réalité exploité que 40 % de sa capacité physique maximale. Quoi? Une marge de 60 %? Oui, 60 %. Ça paraît astronomique. Pensez qu'il reste plus de la moitié de la capacité physique inutilisée, alors que, l'agonie semble totale. C'est un écart gigantesque entre la perception et la réalité. C'est fou, hein? Mais il faut voir cette marge comme des couches de protection successives. La science démontre que les athlètes d'élite se distinguent justement par leur capacité à pirater ce gouverneur central. Fait qu'ils s'entraînent à ignorer l'alarme. Exact. Leur entraînement ne modifie pas seulement leurs muscles, ils habituent leur cerveau à tolérer une plus grande détresse psychologique. Ils repoussent le seuil de déclenchement de l'alarme, puis ils accèdent à des réserves que le sportif moyen n'atteindra jamais. Mais ils peuvent pas aller jusqu'à 100 %, j'imagine. Non. La physiologie garde toujours une dernière ligne de défense. Il existe une réserve physiologique absolue qui est estimée entre 5 % et 10 % qui reste verrouillée quoi qu'il arrive. Même chez les meilleurs athlètes. Même chez le meilleur marathonnier du monde. C'est la réserve de survie ultime, celle qui est censée te permettre de courir à pleine vitesse pour échapper à un prédateur, mettons, même si tu viens juste de terminer un ultramarathon. Le fameux mode combat ou fuite. Exactement. L'énergie de survie. Fait que ça confirme que la performance repose vraiment sur la gestion de l'information par le cerveau, bien plus que sur l'état des fibres musculaires. Absolument. Il y a une des démonstrations les plus spectaculaires de cette théorie qui me vient en tête. C'est l'expérience menée par les chercheurs sur des cyclistes, souvent associés aux travaux de Hugh Morton sur l'illusion de l'effort. Ah oui, l'horloge truquée. Une expérience classique. L'installation est machiavélique. On place des cyclistes de haut niveau sur des vélos stationnaires dans un laboratoire. La consigne, c'est de pédaler à une intensité extrêmement élevée, jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à ce que les jambes refusent de tourner. Et devant eux, il y a une grande horloge numérique. Ouais, une grosse horloge qui affiche le temps écoulé. Les sportifs transpirent, ils respirent bruyantement, ils luttent contre l'accumulation de lactate, puis ils fixent cette horloge pour mesurer leur souffrance par rapport au temps. Sauf que... L'horloge devant eux est truquée. Non, sérieux. C'est tellement cruel. Oui, les chercheurs l'ont ralenti de 10 %. Fait que quand l'horloge affiche 10 minutes d'effort, le cycliste pédale en réalité depuis 11 minutes. Et le résultat est qu'on nous jette tour de magie neurologique. Les cyclistes testés avec l'horloge ralentie ont pédalé significativement plus longtemps. Ils ont produit beaucoup plus de travail physique global que quand ils voyaient le vrai temps.
Exactement. Leurs muscles étaient exactement les mêmes. L'acide lactique s'accumulait à la même vitesse? Oui, mais parce que l'horloge leur indiquait qu'ils n'étaient pas censés être déjà épuisés à ce stade-là de l'effort, leur gouverneur central a littéralement retardé l'envoi du signal d'agonie. C'est incroyable. L'environnement visuel a supplanté les signaux internes du corps. Complètement. Le chercheur Samuel Marcora a formalisé cette dynamique avec son modèle psychobiologique de la performance. Et il dit quoi, ce modèle? Selon lui, abandonner, c'est jamais une défaillance mécanique. C'est une décision consciente qui est motivée par un calcul économique interne. Calcul économique. Ouais. Marcora explique que la performance, c'est une négociation perpétuelle entre deux facteurs. D'un côté, tu as l'effort perçu, souvent appelé RPE dans la littérature scientifique. Le Rating of Perceived Exertion. C'est ça, c'est l'évaluation subjective de la difficulté de la tâche. Et de l'autre côté, tu as la motivation potentielle, c'est-à-dire le niveau maximum d'inconfort qu'un individu est prêt à accepter pour accomplir cette tâche. Fait que c'est une balance. Exactement. Le point de rupture survient très précisément au moment où l'effort perçu devient supérieur à la motivation potentielle. À cet instant-là, l'athlète décide d'arrêter, même si les réserves de glycogène sont encore pleines. C'est un choix. La logique est implacable. Par contre, attends une minute. Il y a une faille évidente dans l'application de cette théorie. Laquelle? Si on part du principe que le gouverneur central est ultra-conservateur puis que la douleur n'est qu'une illusion protectrice, on risque pas de développer une approche dangereusement téméraire. Ah, le risque de blessure? Mais oui, si on se convainc que l'agonie qu'on ressent dans un genou n'est qu'un mensonge du cerveau pour nous maintenir dans l'homéostasie, on court tout droit vers une rupture des ligaments croisés. Comment l'athlète fait, dans le feu de l'action, pour faire la différence entre un bluff neurologique et un danger structurel réel pour son corps? C'est une question cruciale. Et c'est là que ça se corse. La distinction entre la sensation d'inconfort général et le signal d'alarme d'une vraie blessure, c'est la compétence fondamentale qui sépare la résilience de la destruction pure et simple. Oui, parce qu'on veut pas se détruire non plus. Non, vraiment pas. Les protocoles cliniques modernes, notamment les programmes GLAD qui sont développés pour la gestion de l'arthrose, ils utilisent une métaphore super pertinente, celle de l'alarme incendie. J'aime les métaphores. Le système de la douleur agit exactement comme un détecteur de fumée dans une maison. Un détecteur qui manque cruellement de discernement, mettons. C'est le propre d'une alarme. Tu sais, parfois, elle sonne à te glacer le sang parce qu'il y a un véritable feu de forêt dans ton salon. Ça, c'est l'urgence structurelle. Le frais danger. Exact. Mais très souvent, ce même détecteur va hurler avec exactement la même intensité, simplement parce que tu as un toast qui a brûlé dans le grille-pain. Ou qu'une bougie vienne être soufflée de manière un peu trop vigoureuse. Fait qu'il n'y a aucun incendie, la maison n'est pas en danger, il n'y a aucun tissu corporel endommagé. Le système nerveux central devient hyper sensibilisé. Il devient paranoïaque. Le détecteur de fumée devient tellement paranoïaque qu'il se déclenche à la moindre vapeur d'eau bouillante. C'est fou! Fait qu'il faut absolument un système de classification de la douleur, juste pour savoir s'il faut évacuer la maison ou juste ouvrir la fenêtre de la cuisine pour faire sortir la fumée du toast. C'est là que le docteur Kevin Van Die intervient. Il propose des critères cliniques très précis pour opérer ce tri pendant l'effort. Et il fait ça comment? Il sépare les signaux en deux grandes catégories. La première, c'est ce qu'il appelle la douleur productive ou la douleur acceptable. OK. Et comment on la reconnaît, celle-là? Les caractéristiques de cette douleur productive sont assez claires. Il s'agit généralement d'une sensation sourde, diffuse. Ça peut être décrit comme une lourdeur, une grosse courbature qui s'installe ou une sensation de brûlure étendue dans toute la masse musculaire. Comme quand tes cuisses brûlent après un squat? Exactement. Sur l'échelle de perception de la douleur, on oscille typiquement entre 0 et 6 sur 10. C'est inconfortable, mais c'est pas la fin du monde. Et l'élément de diagnostic le plus important de cette catégorie, c'est la réponse au mouvement. Une douleur productive s'estompe souvent, ou du moins, elle se stabilise quand le corps s'échauffe et continue de bouger de manière fluide. Fait que la respiration très saccadée pendant un sprint ou les cuisses gorgées d'acide lactique dans une montée à vélo s'en sont de parfaits exemples. Tout à fait. Le système nerveux t'envoie un signal fort d'inconfort, mais la structure corporelle, elle, est intègre. Fait que ça, c'est le toast brûlé. Mais à l'opposé du spectre, on trouve la douleur destructrice, le vrai incendie. Et celle-là, elle ne fait pas de quartier. Non, c'est une douleur aiguë, poignardante. Tu sais, c'est comparable à un coup de couteau. Contrairement à la brûlure diffuse, elle est extrêmement localisée. C'est très précis. Oui, l'athlète peut pointer avec un seul doigt l'endroit exact où ça fait mal. C'est souvent au niveau d'une articulation, d'un os ou de l'insertion d'un tendon.
Là, on bascule dans le rouge. On parle d'une note de 7 à 10 sur 10. Et le pire, c'est que ça change la mécanique. Surtout ça, c'est une douleur qui modifie la mécanique même du mouvement. Elle te force à boiter, à compenser, à altérer ta posture de course. Pire encore, elle gagne en intensité au fur et à mesure de l'effort, puis elle laisse une raideur invalidante le lendemain matin. Face à une douleur destructrice comme ça, ignorer le gouverneur central, ça devient une erreur médicale grave. Là, on arrête tout. Oui. C'est le moment d'arrêter la machine. Il faut appliquer les protocoles de premiers soins classiques, comme la fameuse méthode RICE, repos, glace, compression et élévation, et surtout, consulter un professionnel de santé. C'est d'ailleurs pour ça que le préparateur physique insiste tant sur le protocole de vérification de l'état, le state check en plein effort. C'est vital. Il suffit plus de juste subir la souffrance en espérant qu'elle passe. Il faut s'auto-interroger activement. Se demander ce que je ressens en ce moment est surproductif ou destructeur. Exactement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Finalement, ce protocole de vérification continue, c'est ni plus ni moins qu'un filtre anti-spam pour le système nerveux. Un filtre anti-spam, j'adore l'image. Pendant un effort soutenu, ta boîte de réception est inondée de courriels de plainte de tes muscles. La douleur productive, c'est un énorme dossier complexe avec une vingtaine de pièces jointes super lourdes à traiter. Ça prend de l'espace. C'est épuisant, ça demande une énergie folle pour être géré, mais c'est le travail normal. Tu dois le traiter pour avancer. La douleur destructive, en revanche, c'est le courriel qui contient un virus avec une alerte rouge clignotante. Ah ouais, lui, tu l'ouvres pas. Jamais, jamais. Tu l'ouvres pas, tu cherches pas à négocier, tu fermes l'application d'urgence pour éviter que tout le système informatique fonde. C'est une excellente métaphore, mais la gestion de cette boîte de réception, ça reste le défi ultime, parce que savoir catégoriser un dossier comme étant productif, ça le rend pas moins lourd à porter. Non, ça fait mal pareil. La brûlure diffuse de l'acide lactique, même si on sait rationnellement qu'elle est sans danger structurel, elle devient psychologiquement broyante au bout d'une heure. Et c'est là que la question se déplace vers la résilience mentale. Exactement. Comment on gère ce flot incessant de signaux d'inconfort qu'on a validés comme étant sûrs, sans que l'effort perçu finisse par surpasser notre motivation potentielle? La science du sport observe 2 grandes méthodes de négociation avec la brûlure. Les stratégies dissociatives et les stratégies associatives. Et la différence entre les deux est frappante. Les stratégies dissociatives, c'est l'approche instinctive de la grosse majorité des sportifs amateurs. Ceux qui courent le dimanche. Voilà. Face à la douleur, la tactique, c'est la fuite psychologique. L'objectif, c'est de distraire le cerveau pour qu'il cesse d'écouter les signaux du corps. Fait que ça, c'est écouter de la musique super forte. Ça passe par l'écoute de musique entraînante à plein volume, ou la contemplation minutieuse du paysage, ou même l'immersion dans des pensées complexes qui n'ont aucun rapport avec la course, genre planifier le souper de ce soir, ou repasser une réunion de travail en boucle dans sa tête. Le cerveau essaie juste de se désynchroniser des récepteurs de la douleur. C'est ça, on fuit. Ce qui est super contre-intuitif, c'est que les athlètes d'élite, ceux qui côtoient des niveaux d'épuisement vraiment dévastateurs, ils rejettent totalement cette distraction. Ah, ils font tout le contraire. Les marathoniens niveau olympique utilisent des stratégies associatives. Au lieu de fuir la douleur, ils plongent la tête la première dedans. C'est ce qu'on appelle le balayage mental continu, ou le mental scanning. Fait qu'au kilomètre 35 d'un marathon, un coureur d'élite pense pas ce qu'il va manger pour souper. Il fait un diagnostic conscient de chaque zone de son corps. Il se parle lui-même. Ouais, il se dit « Comment est la tension dans mon cou? Mes épaules sont-elles relâchées? La cadence de mes bras est-elle asymétrique? Mes quadriceps hurlent à 7 sur 10. Le mollet gauche commence à se contracter. » Il s'approprie la sensation de brûlure. C'est fascinant. Devient juste une jauge d'informations qui lui confirme qu'il pousse au bon rythme. Et cette capacité d'association, elle est intimement liée à un outil d'ingénierie psychologique dont l'impact physiologique est carrément mesurable en laboratoire, le fameux dialogue intérieur, le self-talk. On se parle tous dans notre tête. Constamment. Des études rigoureuses sur des cyclistes qui étaient soumis à des épreuves d'endurance dans des conditions extrêmes, comme sous une forte chaleur, elles ont quantifié la puissance de ce dialogue-là. Fait que changer ce qu'on se dit, ça marche vraiment. Oui, en remplaçant les pensées subies du genre « je n'en peux plus, c'est trop dur » par des phrases d'instruction courtes et rythmées comme « pousse à fond »,« reste relâché »,« le rythme est bon », les chercheurs ont observé une baisse drastique de l'évaluation de l'effort perçu.
Le RPE diminue? Exact. Les athlètes ont enregistré des augmentations de performance globale allant jusqu'à 18 18 c'est énorme. Améliorer son endurance de 18 sans modifier le volume d'entraînement physique, sans changer l'alimentation, simplement en modifiant le code source de la conversation interne. C'est phénoménal. Et le pire, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. L'impact délétère de la fatigue mentale sur la performance physique est tout aussi bien documenté. Ah, la fatigue mentale. Pour résoudre des tâches cognitives complexes, frustrantes. Puis ensuite, fallait courir sur un tapis roulant. Les résultats sont édifiants. Ils lâchent Plus vite! Ces individus vont jeter l'éponge nettement plus tôt que s'ils avaient, mettons, regardé un documentaire apaisant. même si leurs muscles sont frais. Physiologiquement, leurs réserves musculaires sont intactes, mais la fatigue cognitive a drainé le cortex singulaire antérieur. C'est la zone du cerveau impliquée dans la gestion de l'effort et la régulation émotionnelle. Fait que le réservoir de volonté pour supporter l'inconfort est déjà à sec avant même le premier kilomètre. Exactement. Et c'est face à ce mur cognitif que les tactiques de micro-négociation deviennent vitales. L'une des plus redoutables, c'est le fractionnement, ce qu'on appelle souvent le segmenting ou la règle du 1 mile. Ah, séparer la course en petits bouts. Face à une immense épreuve, la projection dans le futur est le pire ennemi du coureur. Pensez aux 15 km qui restent à faire alors que tes jambes tremblent déjà. Ça déclenche une panique totale du gouverneur central. Qui calcule instantanément que les réserves seront insuffisantes et ordonne l'arrêt complet. Voilà. La parade, ça consiste à rétrécir volontairement l'horizon de ton objectif. L'athlète ment par omission à son cerveau. Il lui cache la vérité. Ouais, l'accord, c'est plus de courir 15 km. C'est juste d'atteindre le prochain lampadaire. Fait qu'une fois le lampadaire franchi, un nouveau contrat est passé pour courir jusqu'au bout de la rue. On morcelle la souffrance en unités digestes. On trompe l'ordinateur de bord pour éviter la projection catastrophique. Toutes ces tactiques, du balayage mental au fractionnement de la distance, ça pointe vers une vérité fondamentale, sur la psychologie de l'effort. Le but ultime de l'entraînement mental, c'est pas d'éradiquer la sensation physique de la douleur. C'est l'interprétation du signal qui change tout. C'est pas le signal nerveux en lui-même. C'est comment tu le perçois. Si on prend la sensation d'accumulation massive d'acide lactique dans les jambes à 200 mètres de la ligne d'arrivée, l'incendie musculaire est le même pour tout le monde. Ça brûle pour tout le monde? Mais si l'athlète est en train de se faire dépasser, qu'il perd la course et qu'il voit ses espoirs s'envoler, le cerveau étiquette ce signal lactique comme une agonie destructrice. L'inconfort est misérable, il est accablant. Alors que s'il est en train de gagner... Exact. À l'inverse, si ce même athlète sprinte en tête du peloton pour décrocher la médaille or, la quantité exacte d'acide lactique qui brûle dans ses cuisses est décodée par son système nerveux comme une sensation de puissance. C'est presque de l'euphorie. Le nocicepteur envoie exactement le même courant électrique de la jambe vers la moelle épinière. Mais c'est l'histoire que le cerveau raconte autour de ce signal qui détermine si la douleur nous écrase ou nous propulse vers l'avant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que n'importe qui peut s'entraîner à recadrer cette douleur ou faut-il être né avec le cerveau d'un imbécile? Cette plasticité dans l'interprétation des signaux l'ouvre des horizons qui dépassent très, très largement le cadre exclusif de la performance sportive. Ça s'applique à tout. Les circuits neuronaux de la peur, de la protection et de l'anticipation de la fatigue, ils sont identiques chez tous les êtres humains. Les athlètes de très haut niveau, ils n'ont pas une mutation génétique qui les rend imperméables à la souffrance musculaire. Ils sont humains comme nous. Ils ont simplement développé par une exposition volontaire et répétée une maîtrise supérieure de leur propre dialogue interne. Et ce fameux gouverneur central surveille pas uniquement l'oxygène puis le rythme cardiaque. Ces algorithmes de protection contre l'inconfort s'appliquent à tous les aspects de notre existence. C'est clair, l'être humain a naturellement tendance à fuir ce qui demande trop d'énergie. Fait qu'il faut s'interroger sur les domaines de notre vie professionnelle ou intellectuelle où cet ordinateur de bord tire le frein en main de manière prématurée pour nous maintenir dans notre zone de confort. Ouais, la complaisance. On abandonne l'apprentissage d'une nouvelle compétence complexe, on repousse une discussion difficile qui génère de l'anxiété, on refuse de prendre un risque entrepreneurial. Et c'est pas parce qu'on a atteint la limite de nos réelles capacités intellectuelles ou émotionnelles. Non. C'est parce que le cerveau projette un scénario de fatigue cognitive et ordonne un repli stratégique. Exactement. Si l'application de la règle des 40 % est vraie sur une piste de course, elle l'est tout autant face à l'épuisement mental généré par l'échec ou la vulnérabilité. Fait que l'épuisement émotionnel, c'est aussi une illusion. Souvent, oui.
La sensation d'être à bout de nerfs face à un projet qui piétine, c'est bien souvent un simple signal de préservation, une illusion protectrice. C'est pas la ligne d'arrivée de notre potentiel. J'aime beaucoup cette idée. Tout comme on peut apprendre à recadrer la sensation de brûlure musculaire pour courir plus loin, il est tout à fait possible de recadrer l'inconfort psychologique pour oser repousser les barrières de ce qu'on croyait impossible au quotidien. Le véritable champ de bataille n'est pas le bitume du marathon, c'est vraiment l'espace entre nos deux oreilles. Prenez votre mental en main, découvrez nos programmes et services sur le site onewin.ca.